Tous, bienvenue à Besançon, nous sommes au pied de la citadelle sur les bords du Doubs pour une émission spéciale consacrée ce matin au scrutin régional de décembre prochain. Et pour la première fois, on élira un conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Qui en sera le président? Eh bien, on en débat maintenant dans La Voix est libre. « 2 800 000 habitants, 8 départements, 71 millions d'euros de richesse produite chaque année et bientôt un ou une présidente. Qui dirigera la future grande région Bourgogne-Franche-Comté? Nous avons réuni ce matin pour une émission spéciale sous le vent et sur la terrasse de la Rodia, la magnifique terrasse de la salle de musiques actuelle de Besançon, quelques-uns des principaux candidats à cette élection, Eric. Oui, 5 candidats pour être précis. Marie-Guite Dufay, tout d'abord, bonjour. Vous êtes la présidente socialiste sortante du conseil régional de Franche-Comté et vous êtes candidate à l'investiture du PS, pour l'instant seule candidate déclarée. Alain Joyandet, bonjour. Sénateur UMP de Haute-Saône, vous avez été secrétaire d'État, maire, conseiller général, puis conseiller régional et vous êtes le chef de file désigné par l'UMP pour ces élections. C'est ça. À côté de vous, Christophe Grudler, bonjour. Vous êtes conseiller départemental de Belfort et vous êtes la tête de liste du MoDem. Cécile Prudhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes la tête de liste investie ce dimanche par Europe Écologie Les Verts. Et Maxime Thiebaud, bonjour. Bonjour Eric Picot. Tête de liste pour Debout la France, 24 ans. Vous êtes juriste spécialisé dans les collectivités territoriales. Alors précisons que nous avions également invité les deux autres candidats déclarés, à savoir l'UDI François Sauvadet et la FN Sophie Montel, mais que tous les deux ont décliné notre invitation. Alors mesdames, messieurs, au cours de ce débat, nous allons évoquer ensemble la situation politique, les ambitions de chacun d'entre vous, les conditions de réussite de la fusion entre nos deux régions et puis évidemment vos projets pour cette grande région Bourgogne-Franche-Comté, notamment en matière économie. L'économie, ce sera la principale compétence des futurs conseils régionaux. Je précise que vous aussi, devant votre téléviseur, vous pouvez participer à cette émission en la commentant sur les réseaux sociaux grâce au mot dièse qui s'affiche LVEL BFC pour une fois. LVEL comme La Voix est libre, BFC comme Bourgogne-Franche-Comté. Eric, on y va. Oui, alors tout d'abord, on va s'arrêter à vos candidatures, à la situation politique, à votre situation personnelle, à chacun d'entre vous. Marie-Guite Dufay, alors vous êtes donc candidate à la candidature au PS, je l'ai dit, pour l'instant vous êtes seule, mais il se dit qu'il y a un sondage qui est commandé par votre parti en interne. Alors est-ce que vous êtes certaine d'aller au bout? Et sinon, est-ce que ce sondage sera décisif? Écoutez, ce sera un élément dans la prise de décision au sein du parti. Mais je suis déterminée, effectivement, à être candidate et je suis heureuse de cette candidature. Ça veut dire qu'il y aura donc éventuellement une primaire interne? Éventuellement. Comment vous réagissez quand vous lisez dans la presse, comme nous, j'imagine que François Hollande essaie de pousser son ministre du Travail, ancien maire de Dijon, François Rebsamen, pour être candidat, en quelque sorte, à votre place? Je ne l'ai pas vraiment entendu et j'ai pas vraiment d'éléments qui me sont allés directement sur ce sujet. Et François Patria, c'est un concurrent éventuel? Oh, on dit qu'il hésite, alors qu'il est... Vous me permettrez de ne pas répondre. Alors, dites-nous au moins quels sont vos atouts. Vous êtes la seule femme socialiste sortante. Est-ce que c'est un atout et un atout important? Dans le cadre de la primaire au sein du Parti Socialiste, c'est ce que vous voulez me faire dire? Oui, ou pour la décision du Parti Socialiste. Bah, écoutez, premier atout, c'est que je suis assez fière et contente du bilan et du travail que nous avons fait. Alors, je sais bien que tout cela, c'est du passé et que ce qui est important, c'est de se projeter dans l'avenir. Mais la force qui nous a fait travailler pendant 4 ans, 5 ans, c'est la même force qui m'anime pour le futur. En plus, j'ai manifesté une détermination certaine sur le rapprochement de nos deux régions et j'ai envie d'aller jusqu'au bout et de prolonger ce travail qui a été initié il y a 1 an. Marie-Guite Dufay, vous êtes la seule femme présidente de région sortante. Est-ce que ce n'est pas aussi un atout dans un parti qui met souvent en avant la parité sans forcément la respecter d'ailleurs? Écoutez, je n'aime pas du tout cette entrée femme. Alors, je pense qu'il n'y a pas assez de femmes, ça c'est clair. Et je regrette d'être la seule. Mais je pense que mes atouts, c'est pas des atouts de femmes, c'est mes atouts par rapport aux compétences que j'ai pu développer au sein de la responsabilité que j'ai exercée. Mais c'est cela le plus important. Alain Joyandet,
Oui. L'UMP ne vous a toujours pas investi, même si vous êtes désigné chef de file. Alors qu'est-ce qu'attend Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il n'a pas tranché entre vous et François Sauvadet? Écoutez, je voudrais quand même faire une mise au point aujourd'hui. Et je comprends pas d'ailleurs cette discussion qui revient fréquemment. Contrairement au Parti socialiste où il n'y a toujours pas de candidat, je redis, je répète qu'au sein de l'UMP, les choses sont claires. Je suis investi comme chef de file de l'UMP pour les 8 départements, pour la Bourgogne-Franche-Comté. Aucun autre candidat d'ailleurs ne s'est fait connaître. La Commission nationale d'investiture m'a élu à l'unanimité. Le Conseil national de l'UMP a fait de même. Donc les choses sont très claires. Oui, mais il y a quand même des dissensions. Vous le savez bien, il y a des UMP qui sont derrière François Sauvadet. Écoutez, on peut s'interroger. François Sauvadet a déclaré sa candidature en tant que UDI. Les choses sont normales. Mais avec des UMP derrière lui. J'attends de voir s'il y aura effectivement des UMP derrière sa candidature. C'est pas du tout la même chose qu'un appel à l'union. Hein. On est là dans une candidature. Écoutez, franchement, je pense que si M. Sauvadet voulait s'exprimer, je crois que vous l'avez invité, il n'a pas voulu venir. C'est la deuxième fois qu'il refuse un débat. Et au fond, nous ne sommes pas frères jumeaux avec l'UDI, mais nous sommes quand même dans la même famille politique. Moi, je ne me trompe pas d'adversaire. Il y a un candidat à l'UDI, c'est naturel. Il y a un candidat à l'UMP, c'est naturel. Que chacun ait son projet, que chacun travaille, que chacun fasse campagne. Et ensuite, les électeurs décideront. Mais en tout cas, au sein de l'UMP, je le redis, les choses sont parfaitement claires. Est-ce que ce n'est pas prendre un risque néanmoins pour votre camp de partir divisé? On sait que vos présidents respectifs, Monsieur Lagarde, Monsieur Sarkozy pour l'UMP, ont vanté cette union dès le premier tour qui a permis à la droite de conquérir un nombre très important de départements. Là, vous partirez divisé. En tout cas, écoutez, vous jouez cette carte-là, on dirait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai dit, je le redis. Évidemment, pour conduire une liste d'union UMP, UDI, voire au-delà, n'est-ce pas, Christophe Grudler. Donc il n'y a aucun problème. J'ai toujours été un homme de rassemblement. L'UMP aujourd'hui est la force politique majeure de ces 8 départements. L'UMP a donc toute la légitimité pour conduire cette liste d'union. Mais si l'UDI veut absolument faire 2 listes, écoutez, on se retrouvera ultérieurement. C'est pas grave. Donc c'est l'union, d'accord, mais derrière moi seulement? Écoutez, l'UMP, 8 départements, 15 000 militants, 21 parlementaires sur 25, dont 15 qui sont à mon comité de soutien. Au nom de quoi l'UMP ne conduirait pas cette liste? J'ajoute que je suis en campagne depuis 5 mois aujourd'hui. Nous avons fait un travail considérable avec des centaines de personnes déjà. Je me suis consacré exclusivement à cette élection régionale. J'ai envie de dire, je suis prêt. Vous ne reculerez pas. J'espère que tout à l'heure, on pourra justement aborder la question du projet. Le projet m'intéresse beaucoup. Tout le reste, les bisbilles politiques, je pense que vraiment nos concitoyens Une n'en dernière veulent plus. question néanmoins sur cette question. Est-ce que vous êtes en contact avec François Sauvadet? Écoutez, je lui ai rendu visite il y a quelque temps dans son bureau du Conseil général du département de la Côte d'Or. Il est président du Conseil général de la Côte d'Or. Moi, je me suis consacré à ces élections régionales. Donc, évidemment qu'il faut parler. Nous sommes encore une fois dans le même camp politique. Il faudra bien sûr se rassembler pour gagner. Mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas naturel qu'au fond, chaque formation politique ait un chef de file dans une élection à la proportionnelle. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça fait tellement... Mais ce n'est pas son discours. Je ne vois pas, mais si c'est votre question, c'est moi qui fais la réponse, si vous permettez. Ouais. Je ne vois pas pourquoi ça fait autant de débats au moment où, par exemple, les Verts viennent de décider d'avoir leur propre liste. C'est bien légitime dans une élection à la proportionnelle. Donc tout est bien. Sauf que l'UDI aimerait faire l'union. Tout est bien, tout va bien. L'UMP aussi souhaite faire l'union, mais en tout cas au sein de l'UMP, unanimité derrière ma candidature avec cette commission nationale d'investiture et le conseil évidemment national de l'UMP qui a réglé tout ça. Donc je vois pas, pour moi il n'y a pas de débat. Les choses sont très très claires. Il faut travailler sur un projet et le présenter à nos concitoyens. Candidat suivant, Eric. Cécile Prudhomme. Alors vous venez tout juste d'être investi, mais il y a eu plusieurs votes. Qu'est-ce qui a fait la différence avec François Loto, donc, qui est le bourguignon, qui était aussi sur les rangs? Qu'est-ce qui a pesé en votre faveur? Bah écoutez, nous chez Europe Écologie Les Verts, on est super attachés à la parité et super attachés au renouvellement. Je suis une femme, j'ai jamais eu de mandat et donc voilà, il fallait une parité nationale. Tous les votes des militants nationalement ont dispatché les régions. Il y a eu 6 femmes, 6 hommes et voilà. Donc il n'y a pas du tout de guerre avec François Loto. Que ce soit clair. Que ce soit clair, oui. Pourquoi partir avec une liste autonome? Vous avez des élus en Bourgogne, des élus en Franche-Comté, ils font tous partie des majorités sortantes, des majorités à dominante socialiste, derrière Marie-Guilde Dufay et François Patria.
Pourquoi ne pas assumer le bilan? C'est pas qu'on n'assume pas le bilan, c'est qu'on a d'autres choses à dire. Et en cette année de la COP 21, par exemple, le sommet mondial du climat qui se tiendra à Paris en décembre, il est essentiel que Europe Écologie Les Verts puisse porter les idées qu'elle défend, et notamment la transition écologique. Et on a plein de choses à dire sur la transition écologique dans les territoires. Oui, mais quand on voit les résultats aux dernières élections d'Europe Écologie Les Verts, on peut se dire que c'est aussi courir le risque d'être éliminé au premier tour. Ce qu'il faut atteindre, on peut le rappeler. Oui, notamment, oui. Oui, alors bon, déjà on est déjà parti en autonome au régional 2010 où on avait Et vous avez fait moins de 10%. Moins de 10%, mais il faut 5% pour fusionner. Oui, et 10% pour se maintenir. Bon, on espère être dans cette au mieux au plus de 10 et ou à 5%, et puis vous étiez tout juste au-dessus de 9,5 dans les deux régions. Voilà, c'est ça. Mais le contexte était peut-être plus porteur pour vous. Exactement. Mais bon. On repasse de l'autre côté du plateau, Eric, avec Christophe Grudler. On parlait d'union à droite. Peut-être qu'il a des choses à nous dire là-dessus. Oui, on a vu Alain Joyandet vous tendre déjà la perche dès ses premières phrases. Ça commence rapidement. Vous voyez bien que je suis un homme de l'union. Alors justement, pourquoi monter une liste Modem? Est-ce que c'est pour faire un peu pression? Est-ce qu'on sait que vous êtes plutôt proche, un Modem de droite comme on dit? Est-ce que vous cherchez l'union? Je suis le centre indépendant, hein, donc le mouvement démocrate est un centre indépendant et qui tient à le rester. Ceci étant, nous avons un constat en Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'il y a clairement deux régions en situation d'échec, la Bourgogne et la Franche-Comté jusqu'à maintenant, et que pour demain, il nous faut un nouveau souffle pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Et dans ce cadre-là, le centre dont j'incarne les valeurs du mouvement démocrate souhaite un rassemblement large pour mettre en place une nouvelle dynamique. Alors concrètement? Donc concrètement, ça veut dire que nous sommes favorables à une liste de rassemblement et d'union avec nos partenaires potentiels de l'UDI et de l'UMP. Donc j'appelle au rassemblement, bien évidemment dans le respect du poids électoral des uns et des autres. Sinon, Alain Joyandet, je me proposerai pour vous... Dans le respect du poids électoral des uns et des autres. Ce que je vous propose, sinon, c'est de copier la liste. Vous n'allez pas faire les listes là maintenant. Hein. Non, mais moi, je propose éventuellement, si on ne tient pas compte du poids électoral, je peux conduire la liste de rassemblement pour mettre d'accord Alain Joyandet et François Sauvadet. Comme ça, voilà, ça sera un rassemblement avec une troisième personne au milieu. Vous, le centriste, qui préférez-vous comme tête de liste? Alain Joyandet, l'UMP ou l'UDI? François Sauvadet. Pour nous, c'est d'abord le projet, c'est le programme. C'est les idées pour la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est une plateforme de gouvernement local, on va appeler ça comme ça, qui est la base en fait de l'accord que nous souhaitons conclure. Donc à ce stade, moi j'échange très cordialement avec Alain Joyandet, j'échange très cordialement avec François Sauvadet, parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là de savoir exactement quel est le programme des uns et des autres, et après quelle est la place des uns et des autres. Donc j'espère qu'on va y arriver. Le Modem est dans une logique de rassemblement et fera tout pour y arriver. Si nous n'y arrivons pas, nous conduirons notre liste autonome, mais sans aucun problème. Mais le Modem est aussi dans une situation un peu compliquée, parce qu'alors vous nous dites que vous cherchez l'alliance avec l'UMP ou l'UDI, et en même temps on voit des Modems, notamment en Bourgogne, notamment à Dijon, qui gèrent des collectivités avec les socialistes. Alors ça risque d'être un petit peu compliqué à comprendre pour les électeurs, ça. C'est pas du tout compliqué, en tout cas pour nos fédérations. J'ai réuni samedi à Dijon les 8 départements, nos fédérations de 8 départements. On est tous sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas un souci dans aucun des départements. Sur le projet, y compris les élus Modem qui travaillent avec les socialistes à Dijon. Voilà, François Desailles est président du mouvement démocrate de Côte d'Or. Et on est entièrement en phase sur la logique qui est la nôtre pour les élections régionales. Il a un mandat, une entente locale pour sa ville de Dijon. C'est pas pour ça qu'il est menotté et pas respecté. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut suivre notre logique pour la Bourgogne-Franche-Comté, qui est une logique de renouvellement. Et je rappellerai accessoirement que voilà, je veux dire, il y a eu quand même un tir de barrage de la part du Parti socialiste contre le mouvement démocrate il y a quelques années, et que ça peut aussi sans doute servir votre président de a leçon par appelé à rapport à voter ça. François Hollande, donc le tir de barrage. Non, il n'a pas donné de consigne de vote, et il a simplement dit qu'à titre personnel, il voterait pour François Hollande. Ce qui est, je veux dire, chacun a voté à son titre personnel comme il l'entendait. Hein. Et donc aujourd'hui, cette étape est passée. La logique maintenant aujourd'hui, c'est le rassemblement pour l'intérêt de nos territoires. Alors, Maxime Thiébaut, le dernier de nos 5
invité qui a encore une fois accepté notre invitation. Alors vous êtes le Benjamin à des têtes de liste de votre parti. C'est une vraie candidature. Et de la France, je pense aussi. Ouais. Est-ce que c'est une vraie, oui, c'est une vraie candidature ou est-ce que vous aussi vous cherchez l'union? Non, on cherche l'union, mais derrière de nouvelles valeurs. C'est-à-dire qu'on a vu l'UMP et le PS depuis 30 ans gérer nos régions d'une manière catastrophique. Et je pense qu'il faut rassembler les gens autour de nouvelles personnes, une nouvelle génération en politique. Et c'est tout le combat que je suis en train de mener aujourd'hui. Et j'ai des gens qui viennent de l'UMP, j'ai des gens qui viennent du MoDem, j'ai des gens qui viennent de partout, qui m'appellent. Cette guerre infantine, qui est en train de se passer en ce moment en Bourgogne-Franche-Comté ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que vous faites? Donc voilà, on invite les gens à se rassembler et on mènera le combat jusqu'au bout avec un projet. Et vous ne craignez pas l'éparpillement des voix de droite? Alors si maintenant on s'oriente vers 3 voire 4 listes et un risque FN ou c'est pas de la gauche? C'est pas notre problème. On n'est pas là dans une logique gauche-droite. On est dans une logique de rassemblement autour d'un projet. S'il y a des gens qui viennent de la gauche qui sont intéressés par notre projet, ils sont les bienvenus. J'ai beaucoup de gens qui soutenaient par le passé Monsieur Chevènement et qui aujourd'hui veulent nous apporter leur soutien. Donc je suis pas dans cette logique-là. Moi je viens de la droite, c'est pas un secret, mais je pense aujourd'hui que la droite est très mal représentée par Monsieur Sarkozy, sera très mal représenté à l'élection présidentielle et qu'il est temps d'avoir des gens qui incarnent les vraies valeurs de la France, qui sont celles simplement de la sincérité déjà. Eric, on va passer au bilan des 2 mandats des présidents sortants. Je vais vous relancer Christophe Grudler, puisque vous l'avez déjà évoqué. Vous disiez tout à l'heure les 2 régions sont en échec. Pourquoi vous tirez ce bilan-là et sur quoi vous vous appuyez pour faire ce constat? Écoutez, je prends l'exemple très concret de l'emploi. Madame Dufay, lors de sa campagne de 2010, où elle proposait de regarder les Francs-Comtois droit dans les yeux, je crois qu'aujourd'hui, il faut plutôt regarder par terre. La logique d'avoir l'emploi en point numéro 1 est totalement tombée à l'eau. Il y a eu 10% de progression du chômage en 5 ans en Bourgogne et en Franche-Comté. Aujourd'hui, 9,6 pour la Franche-Comté et 9,2 pour la Bourgogne. Donc on a une situation de dégradation de l'emploi. Alors on va dire que c'est peut-être pas si grave que ça, on est encore en dessous de 10. Sauf qu'il y a un déséquilibre total. On est en dessous de la moyenne nationale. Mais il y a un déséquilibre total entre les régions frontalières de la Suisse. On a des taux à 4,5 et des régions industrielles comme en Saône-et-Loire ou dans l'aire urbaine Belfort-Montbéliard, on se trouve à près de 12. Donc c'est un échec du soutien à notre tissu industriel, c'est un échec des politiques de l'emploi, alors que clairement il y avait un engagement ferme qui avait été pris à l'époque. Et pour moi c'est une très grande déception. Et il faut faire de l'économie la priorité numéro 1 de la future grande région Bourgogne-Franche-Comté, avec l'équilibre des territoires, qui est pour moi le 2e point très fort à engager dans le cadre de cette nouvelle grande région. Alain Joanaudet, vous faites le même constat, vous? La région reste quand même la plus industrielle de France. Alors est-ce que c'est un succès des majorités sortantes, ou est-ce qu'au contraire c'est l'échec de ne pas avoir su peut-être se renouveler? Écoutez, moi j'ai un principe, c'est que je suis un homme de projet, d'entreprise, j'ai envie d'aller de l'avant. Allez, disons que chacun a ses théories, chacun a son action, chacun a ses résultats. Moi, j'ai, depuis 5 mois, travaillé sur un projet. Et puisque Christophe Grudler parlait de l'emploi, moi, je prends un engagement. J'espère qu'on aura tout à l'heure la possibilité, évidemment, d'y revenir plus dans le détail. Je prends un engagement, c'est que l'on arrive à faire baisser le chômage en 6 ans sur Bourgogne-Franche-Comté de 10%. On a plus de 200 000 chômeurs. C'est, je dirais, le 2e point fort de mon projet, avec le premier point qui concerne la réussite de la fusion, et le 3e point qui est le rayonnement par l'excellence. Cette deuxième ambition, c'est vraiment le développement économique. Il nous faudrait beaucoup de temps pour y revenir dans le détail, mais je suis persuadé qu'au niveau de la région, on va y revenir. Je suis persuadé qu'au niveau de la région, avec les acteurs locaux, avec toutes les bonnes volontés, on peut réussir ce que nous ne pouvons pas faire au niveau de l'État, parce que souvent l'État est très loin. Et en tout cas, là où je suis d'accord avec Christophe Grudler, c'est que la région, c'est le développement économique, ce sont les entreprises, c'est l'emploi. Et moi, ma priorité numéro 1, je dirais que le futur président de la région, s'il faisait que ça, s'occuper des entreprises, de l'emploi, des familles, du bien-être des Bourguignons et des Francs-Comtois, et qu'il réussisse à faire baisser ce chômage qui est le cancer de la société, je pense qu'il aurait réussi. Maxime Thiebaud, sur le bilan. Oui, moi j'aimerais rappeler qu'il y a quand même 25% des jeunes qui sont au chômage aujourd'hui.
c'est quand même un chiffre qui est très important. Ce chômage, il vient de raisons très simples. C'est que l'État a totalement abandonné la politique économique en France, aussi bien sous le Parti socialiste que l'UMP. Il faut quand même savoir qu'on est dans une terre qui est industrielle, qui exporte énormément, et que l'euro fort que l'on a connu pendant 10 ans a été mortifère pour notre économie. Alors en ce moment, on connaît par la Banque Centrale Européenne une petite baisse de l'euro qui permet de relancer la machine, mais le mal a été fait pendant de nombreuses années. Je pense que ça va pas être facile à récupérer, et c'est tout la raison de mon engagement politique, c'est-à-dire que je vois que depuis 30 ans l'échec existe, et qu'à un moment il faut faire quelque chose d'autre. Cécile Prudhomme, on l'a dit tout à l'heure, Jérémy en parlait, vous assumez le bilan, hein, vous l'avez dit vous-même. Qu'est-ce qui a été positif ou négatif selon vous dans ces dernières mandatures ? À mon avis, il y a eu une grande réussite au niveau de la mandature précédente, en tout cas en Franche-Comté, c'est sur l'efficacité énergétique et notamment la mise en place, enfin la continuité des Filogis, qui est un programme de rénovation des bâtiments. Et par contre, pour nous, l'échec, il est plus sur sur tout ce qui a été fait au niveau agricole, parce qu'on encourage vraiment les circuits courts, l'agriculture bio, et il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas là assez loin. Voilà, exactement. Excusez-moi, mais Ephilogie, effectivement, la rénovation thermique des bâtiments, c'est affiché comme un étendard, notamment en Franche-Comté. Mais on n'en voit pas la couleur des emplois verts, si vous me permettez l'expression. D'accord. Enfin, on connaît la situation du bâtiment, des entreprises du bâtiment. Non, mais rénover un logement, c'est un emploi temps plein pendant 6 mois. Si on rénove les 30 000 logements qu'on a annoncés, c'est 15 000 emplois de créés. Oui, mais c'est une annonce. Non, mais c'est pas une annonce puisqu'on commence à le faire. Alors justement, alors Madame Dufay, sur ce bilan, qu'est-ce que vous avez à répondre avec le micro, ce sera mieux. Le problème du chômage, c'est un échec collectif. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui, que du temps de l'équipe précédente au niveau national, le chômage était là, que le chômage est toujours là, et que c'est un peu facile de dire que c'est un échec dont la Franche-Comté seule est responsable. Par ailleurs, moi je suis adepte de la vérité en politique. Vous avez dit que vous aussi vous étiez adepte de la vérité. Et la vérité, vous le savez, c'est qu'aujourd'hui, la croissance, même si elle revient, ne crée pas d'emplois. On est dans un système économique aujourd'hui où la croissance n'est pas porteuse d'emplois. Il faut donc basculer dans un nouveau modèle, dans un nouveau système. Alors, ce que nous avons fait en Franche-Comté se voit quand même, parce que vous parlez des voies d'excellence. Nous avons pris le parti de travailler sur les métiers d'avenir, sur ce qui fait l'excellence de cette région, que ça soit sur l'énergie, sur la santé, sur les micromécaniques, en tablant sur la recherche. Nous avons eu un engagement au niveau de la recherche exceptionnel que nous avons tenu tout au long du bilan, parce que derrière la recherche, derrière le travail des laboratoires, ce sont des processus nouveaux, des matériaux nouveaux qui s'inventent, et ce sont les métiers de demain. Et c'est là-dessus que nous devons travailler. Nous avons par ailleurs travaillé sur les emplois que nous avons maintenus, notamment beaucoup en milieu rural, ces emplois de l'économie sociale, ces emplois d'aide à domicile, où nous avons mis en place une politique publique pour que ces emplois ne disparaissent pas, alors qu'ils sont essentiels, qu'ils rendent des services humains absolument importants. Et nous avons mis en place une politique publique de l'économie sociale et solidaire qui est active. Et enfin, et moi je le revendique, nous avons effectivement à protéger tous ceux qui aujourd'hui traversent cette situation extrêmement difficile. Nous avons été les premiers en région de Franche-Comté à mettre en place les bases de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, qui consistait, quand la crise est apparue, quand la crise est tombée, que les entreprises n'avaient plus de cahier de commandes, on a fait en sorte que ces entreprises puissent garder les salariés et qu'on puisse tous, État, régions et autres organismes, financer le maintien de ces salariés dans les entreprises. Ça s'appelait former plutôt que chômer. Et depuis, nous n'avons pas arrêté de mettre en place des processus. Alors je suis d'accord, le chômage est là et c'est vraiment un fléau numéro 1. Et c'est pour cela que tous mes efforts sont consacrés à cette question et que la priorité du mandat, elle a été le développement économique. Parce qu'à côté des emplois que nous perdons, il y a aussi des emplois qui se créent. Vous aurez l'occasion de répondre peut-être dans le thème de l'économie. Là, on voudrait parler quand même de la fusion, parce qu'il y a les Francs-Comtois, il y a aussi les Bourguignons, puisqu'on sera donc un conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.
Les préfets de Bourgogne et de Franche-Comté, eux, ont rendu leur rapport au Premier ministre sur la réorganisation des services de l'État, des deux régions. C'est un rapport qui prône un peu l'équilibre entre Dijon et Besançon, entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Vous aussi, vous êtes aussi dans le consensuel, les uns et les autres, pour que l'équilibre soit bien respecté au niveau du conseil régional? Écoutez, l'équilibre, il est indispensable, parce que s'il n'y a pas d'équilibre, on ne sera pas dans une fusion-association, mais on sera dans une fusion-absorption. Et je pense que aussi bien pour les Bourguignons que pour les Francs-Comtois, il faut que cette fusion soit équilibrée. D'autant plus que cette fusion, bon, les socialistes l'ont décidé, ils ne nous ont pas demandé notre avis. Mais moi je l'ai voté finalement, parce que on ne peut pas toujours dire qu'il faut des réformes, et qu'à chaque fois qu'on nous en présente une, on dise c'est pas la bonne, c'est la suivante qui sera la bonne. Donc moi j'ai pris mes responsabilités, et j'ai dit cette fusion, je vais la voter. Et moi, j'ai envie de m'en occuper parce que je me sens complètement investi dans cette affaire. Et donc, sur votre question de l'équilibre, je ne vois pas où est l'équilibre pour l'instant dans ce qui est proposé par le gouvernement. Je cherche l'équilibre, mais je ne le trouve pas. Pour moi, il y a deux grandes institutions. Aujourd'hui, il y a évidemment les services de l'État dans les deux régions, et puis il y a les services du Conseil régional dans les deux régions. Donc pour moi, l'équilibre, ça voudrait dire que tout ça ne doit pas être dans la même ville. Sinon, au départ, il n'y a déjà pas d'équilibre. Oui, vous êtes pour que le conseil régional, son siège soit à Besançon, c'est ça? Moi, soyons clairs. Je ne donne pas les noms des villes. Je ne donne pas les noms des villes, mais je dis non, pas forcément. Et je ne donne pas le nom des villes. Je dis est-ce qu'on veut vraiment un équilibre ou est-ce qu'on est en train de nous déguiser quelque chose qui n'est pas du tout équilibré? Autre point d'équilibre qui pour moi est particulièrement important, c'est l'accroche sur les 8 départements. Parce que comme on est dans une fusion administrative, il faut bien que ceux qui nous écoutent comprennent qu'on ne va pas créer un bourguignon franc-comtois ou un franco-bourguignon. Chacun va garder son identité. Qu'est-ce que c'est l'idée de la fusion? C'est on fusionne, donc on dégage des moyens. Et en dégageant des moyens, du coup, on soutient les projets dans tous les territoires. Donc il faut que le futur conseil régional, il faut que le futur État en région soit accroché dans chacun des départements. C'est pourquoi je propose que dans chacun des départements, nous passions des conventions avec les conseils départementaux qui viennent d'être réélus pour que systématiquement les services de l'État, les services de la région soient présents dans ces départements pour nos concitoyens, mais aussi pour les entreprises. Si on fait tout ça, alors on aura vraiment une fusion équilibrée. Christophe Grudler, vous qui êtes élu d'un département périphérique, le territoire de Belfort, on sait que le territoire s'est posé la question de savoir si c'était pas mieux de regarder vers l'Alsace plutôt que vers la Bourgogne-Franche-Comté. Quels sont les ingrédients pour réussir cette fusion selon vous? Écoutez, il n'y a pas que le territoire de Belfort qui est à la marge, je veux dire, de la grande région. Cette grande région, c'est deux régions qui travaillent ensemble. Besançon n'avait jamais été reconnu comme la capitale de toute la Franche-Comté. Dijon n'a jamais été reconnu comme la capitale de toute la Bourgogne. Parce qu'il y a plein de territoires périphériques qui travaillent avec les autres. Donc, pour moi, la condition de la réussite, c'est que chacun des territoires soit respecté. Et c'est même plus important que de savoir si la capitale est à Besançon ou Dijon. Il y a 85% de la population qui est hors de ces grandes agglomérations. La capitale, c'est un faux débat pour vous? Pour moi, c'est pas le débat essentiel. Le débat, c'est comment on garantit l'équilibre. Comment on permet aux gens de Lyon de continuer à travailler avec la région parisienne, aux gens de la Nièvre de travailler avec la région centre, aux gens de Saône-et-Loire de travailler avec Rhône-Alpes et aux Belfortins, enfin l'aire urbaine Belfort-Montbéliard de travailler avec l'Alsace ou avec la Suisse comme une partie du Doubs. Là, vous posez la question, c'est quoi la réponse selon vous? La réponse, c'est qu'il faut que la capitale régionale ne soit pas l'ogre qui mange les petits, mais que ce soit le grand frère qui tende la main à tous ces territoires qui doivent pouvoir vivre en autonomie. En autonomie, avec le soutien bienveillant de la région, avec des services régionaux présents dans ces départements, dans ces entités, dans ces bassins de vie. Certainement, c'est une bonne idée avec les conseils départementaux, parce qu'une direction de l'éducation commune dans une ville qui permet de traiter à la fois les collèges pour les départements et les lycées pour les régions, peut-être que ça, c'est une synergie intelligente qui permettra peut-être d'économiser quelques moyens. Marie-Guy Dufay, un mot, prenez votre micro. Le micro, Marie-Guy Dufay. Sur la question des territoires périphériques, je ne veux pas trop monopoliser la parole à ce moment-là, mais sur la question des territoires périphériques, ce qu'il faut, c'est absolument renforcer les coopérations interrégionales. Et ça, je l'ai toujours dit depuis le début. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu assez de coopération interrégionale. Et demain, mais à qui la faute? C'était vous qui étiez tout à fait, mais je pense qu'il faut renforcer les coopérations avec Rhône-Alpes, renforcer les coopérations avec les Pays de Loire et avec l'Île-de-France, pour que, effectivement, les territoires qui sont effectivement aux marges de cette région
s'y retrouvent, parce qu'il n'est pas question que les flux d'affaires, de circulation, de transport, d'activités qu'il y a entre ces territoires et le territoire juste à côté s'interrompent. Ça n'a aucun sens. Donc il faut véritablement que nous renforcions, par exemple pour voir comment au niveau des transports entre Franche-Comté, Bourgogne et Alsace, entre Franche-Comté, Bourgogne et Rhône-Alpes, les choses puissent effectivement être encore plus fluides. Maxime, cette fusion a été faite sur un coin de table à l'Elysée, il faut quand même le rappeler. Et finalement, on se retrouve à se poser des questions sur un hôtel de région. Ça a été voté par les assemblées. Ça a été voté par les assemblées, UMPPS, il faut le rappeler, avec une seule volonté. Vous avez un député aussi, je crois. Oui, mais il n'a pas voté. Nicolas Dupont-Aignan était contre, parce qu'il juge que la démocratie s'exerce dans le cadre de la proximité, c'est-à-dire au plus près des peuples. Mais Maxime Thiebaut, cette fusion, vous l'avez dit, elle a été votée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour que tout le monde se sente concerné? On va essayer de faire du mieux qu'on peut avec cette fusion qui a été faite et pas préparée malheureusement. Donc moi je pense que pour les hôtels de région, il faut donner la parole au peuple. On a le cadre du référendum, on n'a qu'à le donner, on n'a qu'à l'utiliser et on verra ce qu'en diront les gens. Et en évitant, parce que c'est ce qui risque d'arriver, de mettre les Francs-Comtois contre les Bourguignons. Et je pense qu'on peut être étonné par la réponse, je ne sais pas quelle sera, mais les gens sont tellement dégoûtés de voir ces petits débats de politiciens alors qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qu'on ferait mieux de vite classer l'affaire. On va avoir aussi le problème des hôtels de région qui vont être obligés d'être refaits. Ça va coûter un fric monstre. Comment on va faire? Cet argent-là va être encore gaspillé. Mais prenez votre micro, madame Dufay. Il faut pas dire des choses comme ça parce qu'on attise les peurs et les inquiétudes. C'est pas une inquiétude. Pourquoi on referait l'hôtel de région? Que l'hôtel de région soit à Dijon ou à Besançon, il va bien falloir l'aménager. Celui qui restera, on aura besoin de lui de toute façon parce qu'il y a des services qui demeureront. Et tous les services ne vont pas déménager. Le deuxième, on va en faire quoi? Tous les services ne vont pas déménager dans un lieu unique. Qu'est-ce qu'on va faire du deuxième hôtel de région? Il gardera des services, bien évidemment. Et c'est ça avec l'Assemblée. Et c'est ça l'équilibre dont on parle aujourd'hui. Alors vous dites, l'équilibre, il n'est pas au rendez-vous. On est en train de le travailler. La loi vient d'être promulguée, le décret, sauf sur les compétences. Le décret concernant le chef-lieu vient juste d'être signé par le ministre de l'Intérieur. Et le ministre de l'Intérieur, qui est quand même responsable de tout cela, dit lui-même qu'il faut arriver à un équilibre entre les fonctions stratégiques, entre deux villes, notamment quand elles sont proches, comme Dijon et Besançon. On devrait être en ordre de combat. On est en pleine crise. On devrait être en ordre de combat. On devrait être en ordre de combat. On va perdre un an sur des petits débats, à savoir comment on va exercer les pouvoirs. C'est pas des petits débats. On est en train de réorganiser les institutions de la France pour les 20 prochaines années. C'est pas des petits débats. J'aimerais qu'on entende, s'il vous plaît, qu'on entende Cécile Prudhomme qui s'est pas exprimée sur cette question, sur les ingrédients de la fusion. Il y a 4 Francs-Comtois et un Bourguignon autour de la table. On a l'impression, depuis que le débat de la fusion a commencé, que les Francs-Comtois n'ont qu'une trouille, c'est de se faire manger par les Bourguignons. Comment, vous, la Byzantine, vous analysez ça? Est-ce que né à Auxerre? Voilà, ben moi je me définis comme bourguignontoise pour le coup. Donc la fusion des régions, ça me fait pas peur, mais je pense qu'il faudra veiller à pas oublier les territoires ruraux. Et pour nous, le développement, ne pas oublier les territoires ruraux, ça passe par un développement du numérique. Et le développement du numérique, il permettra aussi de redéfinir des conditions de travail, de désenclaver le territoire. Et effectivement, il faut travailler en coopération et pas réduire le débat à Dijon, Besançon, mais penser la région dans sa totalité. Oui, vous avez fait la synthèse, Jean-Michel Roy. On n'a pas dit qu'on avait peur de la Bourgogne. Moi, quand je parle d'équilibre des territoires, c'est aussi valable en interne. Vous avez parlé d'ogre. C'est le terme que vous avez employé. Oui, mais je parle de l'ogre. Que la capitale soit Besançon ou à Dijon, c'est pareil. Il ne faut pas que la capitale régionale soit le lieu qui donne un diktat pour toute une région composite qui ne reconnaît pas cette région comme un bassin de vie unique. Donc il faut que les gens travaillent avec les autres régions, mais le problème c'est le respect. Et vous m'inquiétez, Madame Dufay, quand vous me dites il faut renforcer les coopérations avec les autres régions. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la région de demain, elle doit respecter ces territoires. Elle ne doit pas les considérer comme des sujets dont ils dépendraient exclusivement. Mais bien entendu, j'ai répondu sur les territoires périphériques, Monsieur Grudler, en vous disant qu'effectivement, par rapport au territoire de Lyon, au territoire du Nivernais, au territoire de l'aire urbaine, il faut absolument que les coopérations avec les régions voisines soient renforcées. Mais sur le reste, une des clés de réussite de cette grande région, c'est effectivement la territorialisation des politiques publiques. Et moi, je dis tout le temps
que la grande région, elle s'accompagnera d'une déconcentration qui nous oblige à nous organiser à partir des territoires. Allez, si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. On est à Besançon pour une émission spéciale à un peu plus de 6 mois des élections régionales et on reçoit quelques-uns des candidats à la présidence de cette future grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et mesdames, messieurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Maxime Thiebaud, vous disiez on ne sait pas pourquoi on se présente. Eh bien, a priori quand même, le gouvernement souhaite que les futures grandes régions aient une compétence majeure, c'est le développement économique. Donc on voudrait vous interroger là-dessus, sur vos projets en matière de développement économique. Vous avez quasiment tous parlé du chômage en début d'émission. Alain Joyandet, vous disiez vous souhaitez prendre des engagements chiffrés, mais est-ce que vous en aurez les moyens ? D'abord, notre projet n'est pas terminé, puisque nous sommes en train de continuer les consultations. Mais il s'organise autour de 3 ambitions. Une première ambition sur la réussite de la fusion, j'y reviens pas, on vient d'en parler maintenant. Une deuxième grande ambition justement sur la relance de l'attractivité économique de notre région. Moi, je veux pas aller trop sur le bilan des socialistes. Bon, voilà, il est pas bon, mais c'est pas le sujet. On l'a évoqué sur l'économie, qui est notre deuxième grande ambition. Et puis notre troisième grande ambition, c'est le rayonnement par l'excellence, c'est-à-dire la culture, notre patrimoine, tout ce qui permet à cette nouvelle région d'être fière et de faire parler d'elle. Alors, pour revenir au développement économique très concrètement, on a un peu plus de 200 000 chômeurs en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, ce qui est beaucoup et ce qui est beaucoup trop. On a 35 000 jeunes de moins de 25 ans qui sont également au chômage. Moi, je crois qu'il faut changer complètement l'esprit de la politique économique actuelle. D'abord, sur 1,3 milliard d'euros de budget global, Bourgogne-Franche-Comté, on a un peu plus de 100 millions d'euros seulement en véritable crédit d'intervention sur l'économie de la région. C'est nettement insuffisant. La région doit se concentrer sur ce qui est sa préoccupation principale, c'est le développement économique. Je précise, Alain Joyandet, aujourd'hui, le développement économique, c'est un peu plus de 5% du budget en Franche-Comté et un peu plus de 9%, quasiment 10% en Bourgogne. D'accord. Et on voit bien d'ailleurs que sur plein de critères, il y a un déséquilibre entre la Franche-Comté et la Bourgogne. D'ailleurs, la loi n'a rien prévu, ce qui me conduit à déposer une proposition de loi, puisque la loi n'a rien prévu sur un système progressif pour mettre les deux régions au même niveau. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est pas votre question. Sénat, Mais c'est pas votre question. Sur le développement économique, je pense qu'il y a plusieurs ingrédients, 2 ou 3 concrets. Il me semble que Pôle emploi doit revenir, disons indirectement, dans le giron de la région. C'est très important. On sait qu'avec l'expérimentation, on a le droit de le faire. Moi, si je suis président de la région, je solliciterai le gouvernement pour que ce soit la région qui soit le coordonnateur des politiques publiques en direction du retour à l'emploi. La région dispose des crédits de la formation. Nous avons la possibilité du soutien aux filières et la réorganisation aussi des différentes politiques en direction des entreprises. Concrètement, actuellement, Bourgogne-Franche-Comté, 47 politiques différentes en direction des entreprises. 47. 10 fonds différents. La gestion de ce truc qui est absolument incompréhensible, rien que ça, c'est 5 millions d'euros par an. Et je souhaite qu'on puisse économiser beaucoup plus en réduisant les frais de fonctionnement des 2 régions. S'il faut rentrer dans le détail, je suis prêt à le faire, pour qu'on remette de l'argent beaucoup plus sur les filières, sur les clusters, sur le soutien aux entreprises, sur l'emploi et l'accompagnement auprès des demandeurs d'emploi. On n'a pas assez de personnes pour s'occuper des chômeurs. Donc peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et je pense que si on fait tout ça, l'engagement de faire baisser de 10%, c'est-à-dire de faire 20 000 travailleurs supplémentaires et de faire entrer 5 000 jeunes avec des emplois énergie sur lesquels j'ai déjà beaucoup réfléchi, je sais ce qu'il faut faire, mais je ne veux pas être trop long. Ça veut dire 25 000 emplois sur 6 ans, et je pense que c'est concrètement tout à fait possible à faire avec toutes les bonnes volontés. Monsieur Joyandet, vous avez été ministre, donc vous avez quand même une conception haute des responsabilités. Et vous savez que vous ne pouvez pas évaluer l'action de la région uniquement en fonction de son budget d'intervention économique sur l'emploi. Vous le savez bien. Quand on met en place un plan de relance du bâtiment, quand on lance des travaux sur les gares, sur les rails,
quand on lance des travaux extrêmement importants sur la rénovation des lycées, on contribue à l'emploi. Donc c'est pas le seul chiffre du budget qui doit effectivement vous mobiliser. Par ailleurs, je vous dirais, sur ce que vous venez de dire par rapport à Pôle emploi, c'est la revendication des régions. C'est ce que nous ne cessons de demander au gouvernement, effectivement, que nous ayons la responsabilité de coordonner l'action de Pôle emploi. Madame Dufay, juste 30 secondes. Tout à l'heure, vous parliez des politiques interrégionales que vous n'aviez pas su mettre en place. Vous avez dit oui, c'est de notre faute. Il n'y a que des présidents socialistes dans les régions. Que n'avez-vous pas fait? Mais vous savez, moi je suis adepte de la vérité. Je termine. Sur l'État. Je sais dire ce que nous n'avons pas fait. Quand vous parlez du reste, quand vous parlez du reste sur les politiques de l'emploi, vous avez un gouvernement socialiste. Vous avez des cadres socialistes partout. Vous avez une région socialiste, une deuxième région socialiste. 6 départements sur 8 depuis 10 ans socialistes. Et aujourd'hui, vous venez nous expliquer ce que vous n'avez pas fait. Moi, je n'osais pas le dire. J'essaie juste d'expliquer ce que je ferai si je suis président de la région. Les 30 secondes. En toute honnêteté, parce que j'ai fait une vraie évaluation. S'il vous plaît, terminez. On va aussi entendre les autres candidats. Quand même. Je voudrais simplement rapidement dire que nous avons construit nos politiques d'intervention sur les filières, sur les clusters, sur la recherche, sur l'innovation, avec les partenaires économiques, que nous avons une convention avec la Chambre de commerce régionale qui est enviée de toutes les chambres de commerce de France. Donc il faut continuer sur le parce que nous avons su nouer un partenariat avec le monde économique très fort. Et nous avons noué un partenariat avec l'ensemble des partenaires sociaux pour déterminer ces politiques de protection et de sécurisation professionnelle vis-à-vis de ceux qui sont victimes du chômage. Donc quand je vous entends dire c'est l'échec, c'est la catastrophe, je ferai mieux, ben, écoutez, on souhaite toujours de faire le maximum, mais nous avons pris les moyens de bâtir ces politiques qui sont des politiques sensibles, pas tout seul. Nous n'avons pas fait des politiques d'intervention économique tout seul dans notre coin entre élus. Nous avons travaillé cela avec l'ensemble des corps intermédiaires, l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble des représentants du monde patronal. Maxime Thibault, non, juste un mot, parce que vous dites quand même que votre premier objectif c'est de chercher des économies en chassant les dépenses futiles, si je vous ai bien lu. Mais c'est quoi une dépense futile aujourd'hui au Conseil régional? Excusez-moi, à propos des dépenses futiles, excusez-moi de vous interrompre, mais la Chambre... Il n'a pas ouvert la bouche. Non, il y a déjà mais je voudrais quand même dire, juste en introduction à ce que vous allez dire, que la Chambre nationale des comptes, pas la Cour des comptes, la Cour nationale des comptes, a délivrer un satisfecit total à la région de Franche-Comté en la citant en exemple des collectivités qui ont su ne pas gaspiller l'argent public en se concentrant sur les financements de Bourgogne qui avait créé une association. Je parle de la Franche-Comté. Mais on est quand même... Bourgogne-Franche-Comté. Alors, moi je viens aussi de la Bourgogne. Une dépense futile, une dépense futile, c'est la création d'une association par Monsieur Patria, une subvention de 400 000 € qui lui servait ensuite de voyager à l'international, en dehors de tout contrôle des conseillers régionaux. Voilà, ça c'est une dépense futile. Mais moi je voudrais revenir sur l'économie, parce que depuis tout à l'heure, on entend parler d'emploi, emploi. Le vrai emploi durable, aujourd'hui, c'est l'industrie. Et l'industrie, elle est plus là. Moi, je ne vois aucune solution dans ce que vous dites pour régler le problème de l'industrie. Les solutions, elles sont nationales, elles sont avec l'État. Et ramener le pouvoir économique... à rien alors Mais non, je ne servirai pas à rien. Parce que je vais pouvoir dire, attention, où est le conseiller régional, où est le président du conseil régional quand on voit qu'un marché public est attribué aux Américains sur les voitures de l'armée française, au lieu d'être attribué... Beaucoup fait parler aux entreprises. Non, mais on confond pas tout. Vous pouvez parler d'interventionnisme, madame, mais votre parti, avec l'UMP, ont voté l'interdiction du protectionnisme en France, l'interdiction d'aider les sociétés françaises. Oui, c'est marqué dans le traité du fonctionnement de l'Union européenne. Faut pas l'oublier. C'est le souverainiste qui parle. C'est pas le souverainisme, je suis gaulliste. Le gaullisme, c'est avoir une certaine idée de la France, s'y tenir et aider les entreprises à aller jusqu'à un bout. Oui, mais on a des engagements internationaux. Mais les engagements internationaux, s'ils sont pas pris légitimement, parce que le dernier engagement international qu'on a pris, c'est le traité de Lisbonne, qui est venu trahir le référendum constitutionnel de 2005, où les Français avaient dit non. Donc ils n'ont aucune légitimité, les accords internationaux. Toute la question, là où je veux en venir, revenir sur l'emploi, je pense qu'il faut déjà faire un état des lieux des problèmes qu'on a eu en Bourgogne-Franche-Comté et d'intervenir au niveau de l'État pour que les normes soient prises. Voilà, c'est tout. Là, on va avoir un désastre avec Alstom. On a quand même Areva qui est en pleine crise. On a des rachats par des sociétés étrangères de nos industries. On ne se rend même pas compte que quand même il existe une guerre économique mondiale, que les délocalisations ne sont pas loin et
on voit rien, on entend parler qu'il faut ramener Pôle emploi au niveau des régions. Alors, à côté de vous, à côté de vous, vous avez parlé du marché attribué il y a quelques jours maintenant par l'armée française qui veut acheter des véhicules tout-terrain à un constructeur américain. Ça a beaucoup fait causer, notamment en Franche-Comté. Et à côté de vous, vous avez un élu qui a lancé une pétition contre cette décision, c'est Christophe Grudler. Encore une fois, je répète, vous êtes Belfortin, donc voilà, c'est à quelques kilomètres Belfort de l'usine PSA de Sochaux. Donc je vous invite à signer la pétition qui est toujours en ligne, donc n'hésitez pas. Comment Eh bien écoutez, regardez, 17% des emplois effectivement en Bourgogne-Franche-Comté sont des emplois industriels, c'est la région la plus industrielle de France. Comment maintenir ces emplois? 17,3% des emplois. Alors, déjà, 30 secondes sur la pétition. Je veux dire, c'est un scandale que le gouvernement que soutient Madame Dufay commande des Ford américaines pour remplacer des Peugeot P4 dans une région industrielle. Madame Dufay, est-ce que vous avez entendu vous indigner? Est-ce que vous êtes indigné? Est-ce que vous êtes indigné quand le gouvernement a commandé des véhicules américains à la place de véhicules français? Je ne suis pas indigné. Vous n'avez rien dit, mais vous avez laissé faire. Monsieur Macron, à ce jour, Madame Dufay, les uns après les autres. à ce jour, la pétition que j'ai lancée est à plus de 17 000 signatures. Plus de 17 000 signatures. Je vais les remettre à Monsieur Valls à la fin du mois pour qu'il nous explique comment demain il va associer les industriels français au choix de l'armée française. Parce qu'il y a effectivement le traité de fonctionnement de l'Union européenne, mais il y a l'article 346 qui dit que sur les marchés protégés de l'armée, il y a des préférences nationales qui doivent pouvoir s'entendre. Mais c'est celle de l'OMC. 50% des armées en France. Français sur ce marché. Écoutez, vous ne connaissez pas le dossier. Vous ne connaissez pas le dossier. Je connais parfaitement le dossier. C'est la réponse effectivement du ministre de la Défense. C'est de la com. Eh bien, c'est de la faute au gouvernement. Monsieur Macron a dit si les industriels français font construire à l'étranger, alors bon, ils ont rien à dire. C'est de la faute au gouvernement parce que l'armée, gouverner, c'est prévoir. Les besoins de l'armée sont connus à l'avance. Et donc, vous êtes capable de travailler avec les industriels français, notamment avec les filières automobiles. Est-ce qu'on peut revenir au Conseil régional? Alors, oui, mais bon, ça semblait important quand même. Le Conseil régional répond quand même aux attentes des gens qui habitent dans cette région. Si on veut défendre l'industrie, il faut déjà convaincre les parents et les professeurs qu'il y a un avenir dans les métiers de l'industrie. Et ça, c'est de la compétence du Conseil régional. Je vais avoir du mal à m'exprimer quand même. Allez, s'il vous plaît, monsieur Grudler, terminez baisse de l'apprentissage. S'il vous plaît, dès que je dis un mot, on me coupe la parole. Christophe Grudler, c'est à vous. Donc très simplement, Madame Dufay, l'emploi, c'est pas que les emplois de demain, c'est aussi les emplois industriels, les emplois d'aujourd'hui qu'il faut pérenniser. Alors vous êtes là dans la prospective sur l'emploi de demain. Je suis désolé, on a un tissu industriel extrêmement important qu'il faut soutenir. La filière automobile, la filière transport en général, avec le ferroviaire, avec également l'aéronautique. Je vous rappelle que l'aéronautique, moi j'avais souhaité qu'on ait un cluster aéronautique dans l'aérobène Belfort-Montbéliard. L'aéronautique, c'est 10 000 employés aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. C'est une filière à structurer au niveau Bourgogne-Franche-Comté pour développer demain de l'emploi. C'est le soutien à l'agroalimentaire, c'est le soutien à l'artisanat, au commerce. Je veux dire, on a des dynamiques. Le soutien comment? Il faut soutenir les entreprises comme elles sont beaucoup soutenues par le gouvernement depuis l'arrivée. C'est une mise en réseau. C'est une mise en réseau 40 avec milliards d'aides fiscales et autres. Si vous me permettez, j'ai du mal à développer le raisonnement. C'est assez terrible. Donc après, on va dire des phrases jetées comme ça. Donc si vous me permettez, le soutien, ça se structure. Ça se structure au niveau de cette grande région et ça sera par également de l'identité pour dire que dans cette région, eh bien aussi, on est une des capitales mondiale de l'énergie, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, parce qu'on a des entreprises un peu partout. Sur le ferroviaire, sur l'aéronautique, on doit pouvoir développer une politique d'image qui nous permet d'obtenir des marchés. Et une politique de soutien financier, évidemment, c'est possible d'avance. C'est pas avec les 23 millions, par exemple, qu'accorde la région Franche-Comté cette année, au soutien économique, au développement économique, sur 216 millions de budget, qu'on va arriver à vraiment soutenir le tissu industriel. Cécile Prudhomme, parce qu'on vous a pas encore entendu Cécile Prudhomme sur l'économie. Qui est un élément important. Et il y a de très bons créneaux en diversification, notamment dans le tourisme. Cécile Prudhomme, alors Europe Écologie Les Verts, il y a un coup de vent là tout d'un coup. Oui. Europe Écologie Les Verts, Europe Écologie Les Verts souhaite une éco-région. On entend déjà ça depuis très longtemps. Vous êtes associé avec les Verts avec le Parti Socialiste depuis de longues années au Conseil régional. Ça veut dire quoi une éco-région concrètement par rapport à ce que vous faites aujourd'hui? Il y a plein de métiers à développer dans les énergies renouvelables. Si on applique la transition écologique jusqu'au bout, et c'est une urgence, vu l'urgence climatique, de le faire vraiment et à fond. Donc il y a tous les métiers de l'énergie renouvelable. On parlait d'Areva il y a 5 minutes par exemple.
Enfin, nous, on est contre le nucléaire et on pense que la filière du nucléaire qui est présente dans la vallée de l'énergie et à Val-Duc, va falloir envisager sa reconversion et plutôt investir sur la formation professionnelle, mais dans le domaine du démantèlement du nucléaire. Et ça aussi, c'est des métiers, parce que démanteler le nucléaire en France, il y en a pour 15 ans minimum. Mais la filière s'occupe d'ailleurs de ça. Vous avez juste à donner le démantèlement du nucléaire en Allemagne, la réouverture des centrales charbon et la pollution qu'on connaît actuellement. Ça, c'est un vrai problème. Il faudra démanteler les centrales aussi. On est intéressé par la question de l'environnement. Non, mais alors produire de l'énergie, produire de l'énergie par rapport de l'énergie, produire de l'énergie en utilisant les énergies renouvelables, ça crée 3 fois plus d'emplois que produire de l'énergie par rapport avec du nucléaire. Mais moi, je parle des conséquences. Oui, l'ADEME a dit. L'ADEME, c'est pas les Verts. L'ADEME, c'est pas les Verts. A dit qu'on pouvait produire suffisamment d'énergie pour tout le monde d'ici 2050 sans le nucléaire et sans charbon. Alors un sujet qui a semé beaucoup de discorde, notamment entre les Verts et le Parti Socialiste, ce sont les aéroports, pour des raisons historiques, en raison de la présence militaire, notamment. Dijon a un aéroport aujourd'hui qui est réduit à la portion congrue, alors qu'il y a eu énormément d'investissements, beaucoup d'investissements aussi à Dole, à une demi-heure de Dijon. Alors, quelle est un peu votre position? Vous avez vu Madame Dufay récemment dire stop à toutes les subventions. C'est ça du Conseil régional. Vous n'êtes plus pour un aéroport régional? J'ai toujours dit qu'un aéroport régional devait être un lieu d'où les gens partent et où d'autres arrivent pour venir explorer notre région, dépenser, contribuer au tourisme, et ça devait être gagnant-gagnant. Aujourd'hui, l'impact économique est limité. Aujourd'hui, l'organisation économique qui a été choisie pour Dole Tavo, c'est une organisation qui fait partir les gens. Moi, je suis heureuse que les Franc-Comtois et les Bourguignons puissent aller facilement depuis Dole à Marrakech, à Bastia ou à Nice, mais effectivement, ça ne ramène rien d'un point de vue économique à la Franche-Comté. Donc, il faut absolument étudier un autre modèle économique. Et aujourd'hui, mais qui a été un échec à Dijon, notamment, puisqu'on avait étudié cela à Dijon. Il y a 3 aéroports internationaux. Dijon était sur des lignes intérieures, effectivement, qui n'étaient pas du low cost. Mais je pense qu'entre Dijon et Besançon, il y aurait dû peut-être à un moment il y avoir une coopération qui n'a pas existé. Et moi, je pense que ce sujet, il est vivant et qu'il faut l'étudier. Mais quelles sont les conditions de faisabilité économique d'un aéroport pour notre région, en sachant qu'on a quand même une desserte ferroviaire qui est très importante. Cécile Prudhomme, il faut étudier alors un aéroport. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent, on ne va pas pouvoir investir sur tout. Donc nous, Europe Écologie Les Verts, on dit qu'il faut faire des choix, que les choix, on veut les faire sur le TER et aider, par exemple, les zones Morvan, etc., à se développer aussi par le TER plutôt qu'à continuer à investir, continuer à mettre de l'argent public pour financer 35 millions déjà. Oui, pour financer un aéroport qui finalement sert pas à grand chose à part avoir des départs en vacances. On n'est pas pour que les gens partent pas en vacances, mais il y a 3 aéroports internationaux à moins d'1 heure. Bâle, Saint-Exupéry, Orly, Lyon exactement. Donc c'est pas la priorité. Non, Monsieur pas du tout. Joyandet, sur ce sujet. Sur le sujet aéroport, moi j'étais assez triste de voir que la région Franche-Comté allégeait, pour ne pas dire arrêtait, en tout cas dans l'esprit, ce soutien à l'aéroport de Tavo. C'est franchement au moment où on fusionne Bourgogne-Franche-Comté, où on a un peu d'ambition, même si on gère bien les crédits de la région, je vois pas comment une région comme Bourgogne-Franche-Comté ne pourrait pas avoir un aéroport digne de ce nom. Mais est-ce qu'il faut subventionner, Alain Joyandet, les vacances de quelques-uns par de l'argent public, donc l'argent de tout le monde? 23 € par billet. Est-ce qu'on fusionne la SNCF? Est-ce que l'on subventionne la SNCF? La réponse est oui. Est-ce qu'on a des routes publiques? La réponse est oui. Est-ce qu'un aéroport international subventionné est nécessaire dans une région moderne? La réponse est oui. Je voudrais juste, sur le projet, si vous me le permettez, juste quelques minutes. Moi, je pense quand même que si on veut redonner du crédit à la classe politique,
notamment sur une élection comme l'élection régionale. Il faut quand même que les projets soient concrets, soient chiffrés. Moi, c'est ce que j'essaie de faire sur tous les sujets sur lesquels vous m'interrogez. Se contenter de généralités, comme je les entends. Donc vous remettez de l'argent public, vous êtes élu, vous remettez à Dole, mais plus à Dijon. Vous faites un choix ou pas ? Bien sûr que je fais un choix. Je dis que Dole tient la corde. Les observateurs sont assez d'accord là-dessus. Ça fait partie d'ailleurs d'un ensemble de choses sur la fusion équilibrée. Où est-ce qu'on met la préfecture de région? Où est-ce qu'on met le conseil régional? Où est-ce qu'on met l'aéroport? Et comment on organise tout ça? Je voudrais juste dire une chose, parce que tout à l'heure, Madame Dufay disait on ne peut pas décréter que, etc. Moi, je n'ai pas beaucoup critiqué ce que vous avez fait. Je pense que vous l'avez noté pendant cette émission. Je demande juste du crédit sur le travail sérieux que nous faisons pour chiffrer, financer le projet. Quand j'ai pris, en 2 secondes, quand j'ai pris très vite, quand j'ai pris la ville de Vesoul, avec mon équipe, quand on a pris la ville de Vesoul aux socialistes, on a dit on fera 500 emplois, 500 logements, on baissera les impôts tous les ans. On a fait 500 emplois, on a fait 500 logements, on a baissé les impôts tous les ans. Tous les ans. Et je veux dire que pour la région, il faut absolument avoir des projets chiffrés. C'est comme ça que nos concitoyens reviendront vers nous, qui nous referont confiance et qui n'iront plus vers les extrêmes. Christophe Grudler. Donc, je suis à 300% d'accord avec Alain Joyandet sur ce dossier-là. On va faire une région qui tient la route et là forcément un aéroport qui doit plutôt être basé à Dole-Tavo. Effectivement, il ne s'agit pas de faire un hub international. Il y a effectivement des choses à Lyon, à Val-Mulhouse, pas loin, voire à Paris de l'autre côté. Donc vous assumez d'hyper subventionner un équipement tel qu'un aéroport. Dans un premier temps, bien évidemment. Mais sur le même modèle économique qu'aujourd'hui, comme disait Madame Dufay, ou vous changez atteint son seuil de développement, parce que ça va être un outil de développement. On sait que les infrastructures en général permettent de générer du développement. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'avant-dernier PIB de France. C'est une des régions les plus pauvres. De quel droit on offrait une sous-région qui dépendrait d'aéroports d'autres régions, qui dépendrait de plein de choses dans d'autres régions? C'est absolument pas possible. La Cour des comptes a donné raison à tous les gens qui dénonçaient les aéroports, et notamment celui de Dole-Tavo. Un exemple d'investissement public. Attendez, moi ce que je peux vous dire, c'est ce qu'elle a dénoncé la Cour des comptes, pour moi c'est plus la compétition entre Dijon et Dole-Tavo qui fait qu'il y a eu un gaspillage de fonds publics énorme. Dénoncer le modèle économique. Parce qu'il y avait une compétition à ce niveau-là. Et demain, si on a la chance d'avoir un aéroport, on doit pouvoir faire venir des gens en Bourgogne-Franche-Comté pour le tourisme. On doit pouvoir les faire venir sur l'économie, le développement économique. Maxime Thiebaut, vous qui dénoncez les dépenses futiles, alors non, mais c'est pas, il faut pas tout confondre. C'est-à-dire, il y a des dépenses de fonctionnement qui sont hyper futiles. Mais je pense que l'aéroport est important et il faut l'associer à la question du tourisme. C'est-à-dire que ce sera notre travail de conseillers régionaux que de pouvoir développer des axes autour de cet aéroport. La Cour des comptes, elle compare Lyon et Dole. C'est comparer l'éléphant et la souris. Excusez-moi, mais comment vous faites pour faire venir en avion des touristes aujourd'hui? Vous faites du VRP, vous faites du VRP. Oui, mais vous croyez que le Jura ne le fait pas aujourd'hui et ça ne fonctionne pas? On ne fait pas venir des touristes à Dole. Alors, le principal défaut de ces grandes régions, c'est qu'elles sont grandes. Leur principale qualité, c'est qu'elles pourront aller peut-être à l'international et aller chercher des touristes. On fait plus ce boulot de VRP et il faudrait peut-être le faire. Et moi, la seule chose qui me dérange énormément à Dole, c'est le low cost. C'est-à-dire Ryanair qui ne respecte pas. Sur le low cost. Mais vous refondez des liaisons de service public. Sauf que Dijon était fondé sur du non low cost et Dijon, ça n'a pas marché non plus. Alors qu'à Dijon, on a quand même une zone de chalandise extrêmement importante. Donc il y a quand même une vraie question qui se pose. A-t-on effectivement la capacité à faire vivre un aéroport régional? Moi, je dis qu'il faut étudier cette question. Je ne suis pas sûr de la réponse. Ce serait un véritable gaspillage. Oui, sinon on baisse les bras premièrement. Et deuxièmement, moi je note quand même qu'avec Monsieur Perny, qui était président du Conseil général du Jura, vous avez jamais accepté de discuter, qui était quand même socialiste. Vous n'avez pas accepté de continuer d'aider premièrement. Vous n'avez pas discuté avec lui alors que vous étiez du même camp politique. Et ça, c'est un gaspillage. Nous avons beaucoup discuté. Nous n'étions pas du même avis, mais nous avons beaucoup discuté. Nous avons beaucoup discuté. La discussion. Et là, il y a eu du gaspillage parce que si aujourd'hui on laisse tomber cet apport, là il y aura du gaspillage sur tout ce qui a été fait. Et moi je pense qu'on peut développer touristiquement notre région à partir de cet aéroport qui est central et les gens de Dole au moins auront quelque chose. Madame Dufay, non? Vous vouliez rajouter? Moi je pense que j'ai tout dit. Aujourd'hui il y a un modèle économique qui n'existe pas. Je veux bien qu'on bâtisse un autre modèle économique, donc pas avec du low cost, avec des lignes régulières, mais est-ce qu'il y aura la clientèle nécessaire? Ou alors il faut augmenter le billet qui est demandé, le tarif du billet qui est demandé actuellement aux clients.
parce que ce n'est pas au financement public à financer les vacances effectivement des touristes. Madame Dufay, on n'a pas que quelques secondes parce qu'il va être midi dans quelques instants. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain parce que c'est ça que vous faites. Peut-être qu'il y a le problème des low cost, mais quand même dans une région qui va rester la première région industrielle de France, est-ce que les entreprises et notamment nos grandes entreprises n'ont-elles pas besoin d'un aéroport? Il n'y a même pas de sujet. Il y a même pas de sujet. Je vous coupe Alain Joyandet parce qu'on va poursuivre le débat dans quelques minutes, mais d'abord votre flash d'information en Bourgogne et en Franche-Comté, puis on se retrouve juste après ici pour cette émission spéciale avec les candidats à la présidence du futur Grand Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.